Donc, l'appareil génital masculin est composé de 4 parties qui sont, en petit 1, vous avez les gonades ou bien testicules. Vous avez un système de canaux des voies spermatiques, intra- et extratesticulaires. Vous avez les glandes annexes, en petit 3, qui sont les vésicules séminales, une prostate et les glandes bulbo-urétrales. Et en fin de compte, le 4e organe, c'est le pénis, qui est l'organe de la copulation. Donc, le premier organe important dans la description de l'appareil génital masculin, ce sont les 2 gonades ou bien les 2 testicules. Ils sont au nombre de 2, un à droite et l'autre à gauche. Chaque testicule présente double fonction. C'est pratiquement la même chose comme l'ovaire. Une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine du testicule, c'est la spermatogénèse. C'est la production et la fabrication des gamètes mâles qu'on appelle les spermatozoïdes. La deuxième fonction du testicule, c'est une fonction endocrine qui assure la synthèse et l'excrétion des hormones mâles, représentées essentiellement par la testostérone. Puis, ces 2 testicules sont connectés aux voies d'excrétrices du sperme, un système de canaux aux voies spermatiques. Bien sûr, vous avez des voies spermatiques intratesticulaires, ils sont au nombre de 2, et d'autres voies extratesticulaires qu'on va discuter par la suite. On a dit que le 3e élément qui forme cet appareil génital masculin, c'est les glandes annexes, qui permet la sécrétion du liquide séminal ou bien le plasma séminal. C'est un milieu nutritif où baignent les spermatozoïdes. Parce que le sperme, il est formé par 2 composantes. Il est formé par une composante solide qu'on appelle les spermatozoïdes qui se forment dans les testicules, qui représente la fonction exocrine testiculaire, et le plasma séminal. Ce liquide séminal, il est fabriqué par ces 3 glandes annexes. Bien sûr, vous avez 2 vésicules séminales, une à droite, l'autre à gauche, une seule prostate, un organe médium et impair, et 2 glandes bulbo-urétrales, on les appelle glandes bulbo-urétrales ou bien méricopères. Donc, ces 5 glandes vont assurer la synthèse et la sécrétion du liquide séminal ou bien les spermatozoïdes, qui vont former les 2, c'est-à-dire le liquide séminal plus les spermatozoïdes, vont former le sperme. Et le dernier organe qui forme cet appareil génital masculin, c'est le pénis, ou bien la verge, qui est l'organe de la copulation chez l'homme. Voici une coupe sagittale qui vous montre l'appareil génital masculin. Donc, vous avez 2 testicules, bien sûr 2, un à droite, l'autre à gauche. Chaque testicule il est coiffé par l'épididyme. L'épididyme, et à l'intérieur de l'épididyme, vous avez le canal épididymaire qui mesure pratiquement entre 5 à 7 mètres de longueur. Cet épididyme, il est connecté à un autre canal qu'on appelle le canal déférent. Canal déférent, qui va remonter, il va pénétrer profondément dans la partie pelvienne en passant à côté de la vessie qui apparaissent jaunes. Bien sûr, vous avez toujours une paire, une à droite, l'autre à gauche. Donc, 2 testicules, 2 épididymes, à l'intérieur se trouvent 2 canaux épididymaires, connectés à leur tour à 2 canaux déférents. Les 2 canaux déférents vont remonter profondément dans la partie pelvienne, ils vont s'incurver, ils vont passer à côté de la vessie qui se trouve au milieu. Puis ils vont s'incliner, ils vont se diriger en bas vers la prostate. La prostate qui se trouve au-dessous de la vessie. Arrivé au niveau de la prostate, ou bien arrivé à côté de la prostate, ils vont donner une petite dilatation qu'on appelle l'ampoule différentielle. Et à côté de cette ampoule différentielle, vous avez vésicule séminale, bien sûr, toujours une paire, une à droite, l'autre à gauche. Les 2 vésicules séminales ainsi que l'ampoule différentielle du canal déférent vont déboucher dans un canal qu'on appelle le canal éjaculateur. Il y a un à droite, l'autre à gauche. Il y a 2 canaux. Donc, 2 canaux déférents, 2 vésicules séminales, une vésicule séminale plus un canal déférent vont déboucher, par exemple, dans un canal éjaculateur du côté droit, et de l'autre côté, la vésicule séminale gauche plus l'ampoule différentielle gauche vont déboucher dans le 2e canal gauche, et les 2 canaux éjaculateurs vont déboucher dans l'urètre. Bien sûr, la première portion de l'urètre qui se trouve à l'intérieur de la prostate, on l'appelle l'urètre prostatique. Puis cette urètre prostatique va sortir de la prostate et va donner une 2e zone de l'urètre, on l'appelle l'urètre membraneux. C'est en rapport avec les glandes méricopères ou bien bulbo-urétrales. Et la dernière portion de l'urètre, 3e,
On appelle l'urètre pénien ou bien spongieux. Pourquoi? Parce que l'urètre, chez l'homme, il est très très long par rapport à celui de la femme. Il mesure entre 15 à 20 cm. Il est divisé en 3 parties. La première partie de l'urètre qui se trouve à l'intérieur de la prostate, on l'appelle l'urètre prostatique. Elle est suivie par une deuxième partie de l'urètre, elle est très courte, elle mesure généralement 1 cm. C'est l'urètre membraneux et connecté aux deuxièmes glandes qu'on appelle les glandes bulbo-urétrales, les glandes annexes ou bien méricopères. Et en fin de compte, vous avez la troisième partie de l'urètre qui se trouve dans le corps spongieux, qu'on appelle l'urètre pénien ou bien spongieux, qui mesure entre 12 à 13 cm. Et c'est la plus importante longueur de l'urètre. Et bien sûr, cette urètre va déboucher dans le milieu extérieur par l'intermédiaire du méa urétral. Donc, on va commencer la description du testicule. On est ici. On va faire des coupes histologiques, des schémas pour expliquer de quoi est composé le testicule. Donc, ce que vous avez ici, un schéma du testicule qui est en vert. Ça, c'est le testicule qui est connecté à l'épididyme. Tout ça, c'est l'épididyme. À l'intérieur, vous avez le canal épididymaire qui est suivi par le canal déférent. Donc, on va faire la description du testicule. D'abord, le testicule se trouve dans le scrotum. Donc, c'est obligatoirement la formation des testicules pendant la vie embryonnaire se fait à l'intérieur de l'abdomen, généralement dans la partie abdominale. Il y aura une descente des testicules vers la partie pelvienne. Juste avant la naissance, il faut que les deux testicules vont sortir de la partie pelvienne pour coloniser les testicules. Normalement, pendant la vie embryonnaire et fœtale, la formation des testicules se fait à partir de l'épithélium célomique et dans la partie abdominale, ici. Arrivé à l'âge de 7 mois jusqu'à 8 mois de la vie fœtale, il y aura la descente des testicules. C'est pareil pour les ovaires, donc localisés dans la partie pelvienne. Parfois, il existe un certain retard, mais l'essentiel, les deux testicules, auparavant, pendant la vie embryonnaire, étaient là. Ils vont descendre dans la partie pelvienne. Juste avant la naissance ou bien après la naissance, il faut obligatoirement que le testicule descend dans le scrotum, dans ces deux bourses. C'est très important. Parfois, il existe un retard de 1 mois, 6 mois, c'est toléré, 7 mois, une année, c'est toléré. C'est plus d'une année, les deux testicules ne sortent pas, ils ne colonisent pas les deux scrotums ou bien les bourses. Il faut intervenir par 2 moyens. Le premier moyen, c'est le traitement médical. On donne par exemple, FSH, LH pour faciliter la descente des testicules dans la bourse ou bien les scrotums. Sinon, vous avez un résultat négatif. Il faut intervenir par une petite opération chirurgicale pour faire la descente des testicules dans les scrotums. Pourquoi? Parce que la température corporelle dans le scrotum, elle est inférieure par rapport à la température de notre organisme. Ici, vous avez la température de 37 degrés et dans le scrotum ou bien les bourses, elle est de 35. 34 à 35. Donc, c'est toléré pour la spermatogénèse. Si l'un des deux testicules ou les deux testicules restent dans la partie pelvienne, il n'y aura pas une descente. Cette augmentation de température de 37 degrés, elle est néfaste, elle va dénaturer toute la spermatogénèse et par la suite, l'individu, lorsqu'il va grandir, il se trouve stérile. D'où il faut intervenir avant la spermatogénèse. Vous avez 2 problèmes. Le premier problème, c'est la stérilité définitive chez cet enfant lorsqu'il va grandir et devient adulte. Et le deuxième problème, c'est le cancer testiculaire. Donc, il faut traiter à l'âge de l'enfance. Chaque testicule, il est limité et enveloppé par une enveloppe conjonctive qu'on appelle albuginée. Albuginée, c'est une enveloppe conjonctive faite par un tissu conjonctif formé par des fibres de collagène, fibres élastiques, des fibroblastes et fibrocytes. Maintenant, de cette albuginée se détachent des septa ou bien des cloisons, toujours en vert, du fait qu'ils sont riches en tissu conjonctif. Donc, ça, c'est un septa, 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 septa. Donc, ces septa ou bien cloisons ou bien septum vont délimiter le testicule en des petites logettes ou bien lobules. Lobule, 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 lobule. Les lobules sont au nombre de 200 à 300 lobules par testicule. Et à l'intérieur des lobules, vous avez ces tubules qui sont au nombre de 2 à 3. Chaque lobule contient entre 2 à 3 à 4 tubes séminifères. Ce que vous voyez ici en tubule, c'est des tubes séminifères. Le nombre des tubes séminifères dans chaque lobule, ça varie entre 2, 3 jusqu'à 4 tubes séminifères dans un lobule. Donc, c'est là
où se fait la spermatogénèse et la formation des spermatozoïdes. C'est à l'intérieur des tubes séminifères qui représentent la fonction exocrine du testicule. Maintenant, une fois la spermatogénèse est terminée, il y aura la formation des gamètes ou bien des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont sortir des tubes séminifères, ils vont pénétrer dans des voies intratesticulaires, même des photos des voies extratesticulaires. Vous remarquez la limite testicule, elle se termine ici. Les tubules qui se trouvent dans le testicule, on les appelle les voies intratesticulaires. Maintenant, les tubules qui se trouvent en dehors des testicules, on les appelle les tubes extratesticulaires, ou là les voies extratesticulaires. Donc, je reviens pour la description des types qui se trouvent à l'intérieur du testicule. Ils sont au nombre de 2. Donc, les premiers tubules qui sont connectés aux tubes séminifères, celui-là, c'est des tubules qui sont très courtes, de 2 à 3 cm. On les appelle les tubes droits. Tube droit, tube droit, tube droit, tube droit, tube droit, tube droit. Ces tubes droits, à leur tour, vont connecter à d'autres tubules qui forment un réseau qu'on appelle le réseau d'Ohler. C'est des tubules anastomosés qui se trouvent dans cette partie en vert qu'on appelle le corps du Higmore. Le corps du Higmore. Cette partie qui coiffe l'extrémité du testicule qui apparaît vert. À l'intérieur de cette partie qui apparaît vert, vous avez un réseau qu'on appelle le réseau de Haller, anastomosé. Donc, c'est des petites tubules, canalicules, qui se trouvent dans le corps de Higmore. Donc, pour la description, en ce qui concerne les tubes intratesticulaires, ils sont au nombre de 2. Vous avez tube droit plus le réseau de Haller. Donc, on est dans le testicule. Maintenant, on va sortir du testicule pour pénétrer dans l'épididyme. Et à l'intérieur de l'épididyme, vous avez le canal épididymaire. Donc, avant de pénétrer dans l'épididyme, vous avez d'autres voies, troisième type de voies, qui sont intermédiaires entre l'épididyme et le réseau de Haller. On les appelle les canaux efférents, ou bien les cônes efférents. Et c'est des voies extratesticulaires. Donc, ici, on rentre dans les voies extratesticulaires. Les premières voies extratesticulaires, on les appelle, ces voies qu'on les a, première voie, deuxième voie, troisième voie, quatrième, ils sont en nombre en 10 à 20. On les appelle les canaux efférents. Ici, le canal déférent, canal déférent, canal efférent. Je reprends canal déférent, un seul, on a une dizaine ou la vingtaine de canaux efférents. Donc, les troisièmes voies extratesticulaires, c'est les canaux efférents, ou là, les cônes efférents, qui vont déboucher dans le canal épididymaire, qui lance de 5 à 7 mètres, canal épididymaire. L'épididyme lui-même, il est divisé en 3 zones. Vous avez la tête de l'épididyme, vous avez le corps de l'épididyme, et vous avez la queue de l'épididyme, où se fait le stockage des spermatozoïdes allant entre 12 à 14 jours. Et par la suite, le canal épididymaire, il est suivi par le canal déférent, qui est toujours extratesticulaire, et le canal déférent va déboucher dans le canal éjaculateur, et le canal éjaculateur débouche dans l'urètre prostatique. Maintenant, on va faire un fort grossissement d'un lobule testiculaire. Voici lobule, 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 lobule. Donc, on a dit que voici le lobule testiculaire, il est limité par l'albuginie ici, l'albuginie, et latéralement, vous avez des cloisons. On les appelle cloisons, ou la septa, ou la septum, formés par un tissu conjonctif. Donc, à l'intérieur, vous avez des tubules qu'on appelle les tubes séminifères qui représentent la fonction exocrine testiculaire. C'est là où se fait la formation uniquement des spermatozoïdes. La formation des spermatozoïdes, elle est de 74 jours. La spermatogénèse, la durée de la spermatogénèse chez l'homme, elle est de 74 jours. Une fois qu'il y aura la formation des spermatozoïdes, ces spermatozoïdes vont sortir des tubes séminifères, ils vont emprunter des voies intratesticulaires, les tubes droits, le ret testis ou bien le réseau d'Ohler, celui-là, on les appelle ret testis ou bien réseau d'Ohler. On va sortir du testicule pour pénétrer dans les canaux efférents, le canal épididymaire, le canal déférent, le canal éjaculateur jusqu'au l'urètre. Maintenant, entre les tubes séminifères, vous avez des amas de cellules qui ne sont pas visibles ici. On les appelle les cellules de Leydig. Toujours dans un lobe testiculaire, on trouve deux choses. On trouve les tubes séminifères, on trouve des cellules interstitielles qui ne sont pas visibles sur ce schéma. Les tubes séminifères vont représenter la fonction exocrine testiculaire, c'est-à-dire c'est la formation des spermatozoïdes.
Maintenant, le deuxième composant qui n'est pas visible sur ce schéma, vous avez des amas éparpillés de cellules entre les types similifères et à l'intérieur de l'ovule, on les appelle les cellules de Leydig ou bien les cellules interstitielles qui sont responsables de la synthèse et l'excrétion des hormones, c'est-à-dire vont représenter la fonction endocrine, c'est-à-dire la formation des androgènes, essentiellement la testostérone. Donc maintenant, on va faire la description des deux éléments retrouvés dans un lobule testiculaire. On a dit que chaque lobule testiculaire, il contient les tubes similifères, au nombre de 2, 3, tel 4, qui vont représenter la fonction exocrine des testicules. Et à côté du tube similifère, entre les tubes similifères, il y a un tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif contient des espaces interstitiels. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace interstitiel entre les types similifères? On trouve un tissu conjonctif large contenant des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins et lymphatiques et des cellules de Leydig. On les appelle les cellules interstitielles ou la cellule de Leydig. Un autre schéma explicatif, c'est-à-dire dans un testicule, plus précisément dans un lobule testiculaire, vous avez le tissu interstitiel et les tubes similifères. Le tissu interstitiel, il contient des capillaires sanguins et des cellules spécifiques qu'on retrouve uniquement chez l'homme, qu'on appelle les cellules de Leydig, qui vont représenter la fonction endocrine, c'est-à-dire la synthèse et la formation des androgènes, essentiellement la testostérone. Et à côté du tissu interstitiel, vous avez les tubes séminifères. Les tubes séminifères, chaque type séminifère, il est formé par 3 types. Il est limité par une membrane basale, et à l'intérieur, vous avez la paroi du tube, qui est formée par des cellules souches, spermatogonies en voie de développement, c'est-à-dire vous avez les cellules souches commençant par les spermatogonies qui sont à 2M, qui vont se donner les spermatocytes 1. Le spermatocyte 1 va donner les spermatocytes 2, le spermatide, et en fin de compte, le spermatozoïde, avec des cellules de Sertoli qui ne sont pas visibles. Donc, la paroi du tube séminifère, elle contient les différentes cellules en voie de maturation, plus les cellules de Sertoli. Et en fin de compte, vous avez une petite lumière du tube qu'on appelle la lumière du tube. Donc, voici un schéma d'un tube séminifère. De part et d'autre, vous avez d'autres tubes séminifères qui sont invisibles. On a un tube séminifère, tube séminifère, tube séminifère, tube séminifère, tube séminifère, tube séminifère. Donc, chaque type séminifère, il est formé par une membrane propre. Voici la membrane propre. Vous avez l'épithélium du tube séminifère. Et vous avez la lumière du tube séminifère. On est ici, tube séminifère. Je vous fais la membrane basale, je vous fais la paroi du tube et la lumière du tube. Voici la membrane basale. Puis, vous avez l'épithélium du tube séminifère. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet épithélium séminifère? Tout ça, qui est incomplet. Par exemple, moi, voici les cellules germinales en voie de différenciation. Et vous avez des grandes cellules. Des grandes cellules, grandes cellules, grandes cellules, grandes cellules, qui apparaissent comme des rayons de roue de bicyclette. C'est des cellules qui sont volumineuses, qui sont très, très grandes. Leur base repose sur la membrane basale et leur pôle apical atteint la lumière du tube séminifère. Donc, ce que vous avez, ces cellules géantes, on les appelle les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli qui vont jouer un rôle très, très important dans la spermatogénèse. S'il y a l'absence de ces cellules de Sertoli, vous n'aurez pas de spermatogénèse. Plusieurs rôles, un rôle de protection pour les cellules germinales, un rôle nutritif pour ces cellules germinales, un rôle de spermiation et un rôle de phagocytose des débris des spermatozoïdes. Donc, obligatoirement, il faut que ces cellules de Sertoli se trouvent dans chaque tube séminifère. Elles apparaissent pendant la vie embryonnaire et fœtale, elles restent chez l'adulte, elles peuvent se diviser pendant la vie embryonnaire et fœtale, mais dès la naissance, chez l'adulte, c'est des cellules qui ne se divisent pas chez l'adulte. Et c'est des cellules diploïdes contenant 2 N, 2 Q. Ils ne sont pas intéressés par la méiose. C'est des cellules de soutien qui accompagnent les cellules germinales, qui vont jouer un rôle très, très important dans la protection des cellules germinales, dans leur différenciation, dans leur maturation, jusqu'à la lumière du tube séminifère. Et entre les cellules de Sertoli, vous avez les cellules germinales en voie de différenciation et maturation. Par exemple, on a comme les spermatogonies qui vont donner les spermatocytes de premier ordre. Les spermatocytes de premier ordre vont donner les spermatides de deuxième ordre. Les spermatides de deuxième ordre vont donner les spermatides. Et vers la fin, les spermatides vont se différencier en spermatozoïdes. Voici le noyau du spermatozoïde.
vous avez le flagelle du spermatozoïde. Donc, la spermatogénèse, le tube séminifère, elle débute mais la partie basale, où les cellules se divisent, se multiplient, se divisent, se multiplient. Ben, ils vont entamer la méiose avec la première division où chaque spermatocyte 1 va donner 2 spermatocytes 2. Ben, chaque spermatocyte 2 à son tour va se diviser pour donner 2 spermatides et chaque spermatide va se transformer en spermatozoïde. Et vers la fin, vous avez dans la lumière du tube séminifère des spermatozoïdes qui sont immobiles et qui sont immatures, qui vont par la suite sortir des tubes séminifères pour emprunter les différentes voies intratesticulaires et extratesticulaires. Et nota bene, dans les tubes séminifères, vous avez 2 compartiments. C'est très important. Vous marquez ici des prolongements cytoplasmiques des cellules de Sertoli adjacentes, de voisinage, des longs prolongements. Ces prolongements cytoplasmiques vont s'accoler étroitement l'un avec l'autre par des moyens de jonction type tight junction, des desmosomes et des tight junctions. Donc, il y a une oblitération complète entre cet espace basal et cet espace adluminal. Donc, ces moyens de jonction qui permettent l'accollement de ces prolongements cytoplasmiques des cellules de Sertoli vont diviser le compartiment des types séminifères en 2 compartiments. Un compartiment basal qui contient les cellules souches type spermatogonies A, AD, AP et 2B. Et un deuxième compartiment qui est en contact avec la lumière du tube séminifère, qu'on appelle le compartiment adluminal. Donc, l'essentiel est pour éviter tout contact antigénique, la pénétration, par exemple, des virus ou des bactéries ou des anticorps, vers ces cellules germinales. Pourquoi? Parce que ces cellules germinales sont très, très bien protégées contre les agressions, surtout antigéniques. La partie du tissu conjonctif qui se trouve entre les types séminifères, on l'appelle tissu interstitiel. Dans ce tissu interstitiel, vous avez des amas de cellules. Un amas de cellules, deuxième amas de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules. On les appelle les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, bien sûr, ces cellules de Leydig sont en contact intime avec les capillaires sanguins. Pourquoi? Parce que c'est des glandes endocrines. Ces cellules de Leydig vont représenter la fonction endocrine testiculaire. C'est là où se fait la synthèse des androgènes représentés essentiellement par la testostérone. Et cette testostérone, elle est déversée directement dans le sang, tube séminifère. On a dit qu'il est limité par une membrane propre du tube séminifère. Vu au microscope optique, elle apparaît acidophile réfringente. Vu au microscope électronique, ME électronique, elle apparaît formée par 3 couches. Elle dit la membrane propre. هذا التيب سيمينيفير ها هما لي سبرماتوغوني 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 هذا لو نوايو تاع لا سيلول دو سيرتولي cellule de soutien. هنايا les 3 éléments, les 3 couches qui vont former la membrane propre du tube séminifère. Donc la première membrane interne en 1, on l'appelle la membrane basale, celle-là. Membrane basale faite d'un tissu conjonctif. Juste au-dessous, vous avez la deuxième membrane qui est riche en myofibroblastes, des cellules contractiles. On appelle une ou plusieurs assises de myofibroblastes, cellules péritubulaires. Les cellules spéciales, c'est des cellules contractiles. Pourquoi la présence de ces cellules contractiles? Lorsque vous avez la formation des spermatozoïdes dans la lumière du tube séminifère, ces myofibroblastes, c'est entre parenthèses des fibres musculaires lisses, qui vont se contracter pour faire évacuer les spermatozoïdes dans les différentes voies intra- et extratesticulaires. Et en fin de compte, vous avez la 3e couche de la membrane propre. C'est une membrane formée par des fibroblastes qui sont en contact intime avec les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire ces vaisseaux sanguins, les capillaires, vont ramener de l'oxygène et les différents nutriments nécessaires au fonctionnement des différentes cellules, ainsi que les cellules en voie de différenciation, les cellules germinales, les cellules myofibroblastes et les fibroblastes. Maintenant, la cellule de Sertoli. Donc, vous marquez un véritable chef d'orchestre de la spermatogénèse. Donc, vous marquez que la cellule de Sertoli joue un rôle très, très important dans la spermatogénèse. Donc, si vous avez une cellule de Sertoli rudimentaire ou l'absence de la cellule de Sertoli, donc vous avez carrément une dénaturation de la spermatogénèse. Pour qu'il y ait un bon déroulement de la spermatogénèse, il faut la présence de la cellule de Sertoli, bien sûr, avec les hormones. C'est quoi la cellule de Sertoli? C'est une cellule somatique, elle n'est pas germinale, normale. Une cellule qui possède des récepteurs, elle est très sensible à l'FSH, hormone
folliculostimulante qui est sécrétée par l'adénohypophyse et la testostérone. Donc, le contrôle de l'activité cellulaire de la cellule de Sertoli, elle est contrôlée par deux hormones. Elle est contrôlée par la première hormone qu'on appelle FSH, hormone folliculostimulante, qui est sécrétée par l'adénohypophyse, qui contrôle la cellule de Sertoli et contrôle la spermatogénèse. Elle est contrôlée aussi par la testostérone, sécrétée par les cellules de Leydig. Maintenant, le rôle de la cellule de Sertoli, l'histophysiologie de la cellule de Sertoli. Donc, rôle de support, nutrition et protection pour les cellules germinales. Pour la spermiation, c'est-à-dire le relagage, elle facilite la sortie des spermatozoïdes une fois que le spermatozoïde a achevé la spermatogénèse qui a duré 74 jours. Donc, il doit être relargué dans les différentes voies excrétives, commençant par les tubes de Roy. Donc, elle facilite le passage et la sortie et l'excrétion des spermatozoïdes dans les différentes voies intratesticulaires. Un autre rôle, c'est la phagocytose, c'est-à-dire la dernière étape de la phase de différenciation. Lorsque le spermatide commence à se différencier en spermatozoïdes, les débris cellulaires liés à cette transformation, ils doivent être phagocytés par les cellules de Sertoli. Elle va jouer un rôle dans la sécrétion. Qu'est-ce qu'elle va sécréter? Elle sécrète et synthétise une hormone qu'on appelle inhibine. Par l'intermédiaire de l'inhibine, la cellule de Sertoli contrôle la sécrétion de FSH. Par exemple, quand il y a un excès de sécrétion de FSH, il y aura un excès de sécrétion de inhibine, et l'inhibine a un feedback négatif, donc elle est déversée dans le sang, ou tumchil adénohypophyse, elle va l'ordonner pour qu'il diminue un petit peu sa sécrétion à FSH. Donc, rétrocontrôle négatif. Il y a une deuxième hormone qui peut être sécrétée par la cellule de Sertoli qu'on appelle l'AMH, hormone antimyllurienne. Bien sûr, elle existe dans les deux sexes, chez l'homme et chez la femme, hormone antimyllurienne. Le rôle primordial de TH, c'est pendant la vie embryonnaire, chez l'homme, chez le garçon. Qu'est-ce qu'elle va provoquer? C'est-à-dire c'est elle qui va inhiber la différenciation dans les canaux de Müller. Entre le 5e jusqu'à la 6e semaine de développement embryonnaire, vous avez des gonades indifférenciées. Par la suite, cette gonade indifférenciée, elle peut se différencier soit en ovaire ou là en testicule. Donc, pour qu'il y aura une différenciation, il y a l'intervention de l'hormone antimyllurienne et de la testostérone. Pour le sexe masculin, la cellule de Sertoli qui vient de naître dans cette gonade indifférenciée par l'intermédiaire de la testostérone, la testostérone, elle va permettre la différenciation de cette gonade indifférenciée en testicule. Dès que vous avez la formation dans le testicule, il y aura la formation dans les cellules de Sertoli. Ces cellules de Sertoli vont fabriquer l'hormone antimyllurienne. Et cette hormone antimyllurienne, elle va bloquer la différenciation des canaux de Müller en trompe de Fallope en utérus pour permettre par la suite la différenciation dans les canaux de Wolff. Donc, elle va inhiber la différenciation des voies intra-abdominales en trompe de Fallope en utérus. Donc, elle est contre la différenciation féminine. Et à côté de l'hormone antimyllurienne, vous avez la testostérone. La testostérone, c'est elle qui va faire la différenciation de la gonade indifférenciée en testicule. Elle va agir aussi, cette testostérone, sur des voies génitales masculines, en pénis et en scrotum. Son rôle primordial chez le garçon, c'est surtout pendant la vie embryonnaire et fœtale, pour faire la différenciation de la gonade indifférenciée en testicule. Par contre, chez la femme, elle va jouer un rôle surtout le bilan d'infertilité pour le couple infertile, les PMA, les centres de procréation médicaments, les gens infertiles qui présentent une hypostérilité. On demande souvent le bilan biologique de la femme de faire le dosage de l'hormone antimyllurienne pour voir le stock des cellules folliculaires. L'origine de la sécrétion de l'hormone antimyllurienne chez la femme, c'est les cellules de la granulosa. Les cellules de la granulosa, on les appelle cellules de granulosa, ou là les cellules folliculaires, ou là les cellules folliculaires qui se trouvent dans les différents follicules, soit qu'il s'agit des follicules atrésiques ou là le follicule dominant. Donc, si on trouve un taux élevé de l'hormone antimyllurienne dans le sérum sanguin, après un bilan biologique, on dit que les ovaires sont intacts, c'est-à-dire qu'il y a un stock quand même très important de différents follicules dans les deux ovaires chez la femme. Par contre, si on trouve un taux effondré de l'hormone antimyllurienne après un bilan biologique chez la femme qui consulte pour une stérilité, donc on dit que pratiquement il n'y a pas de follicules dans
les deux ovaires. Donc, on risque d'avoir une stérilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution très importante de cellules folliculeuses dans les deux ovaires. Donc, comme hormone qui peut être sécrétée par la cellule de Sertoli, on a dit inhibine, l'hormone antimyelin, même activine, hein, activine qui est effet antagoniste par rapport à l'inhibine. L'inhibine, elle fait diminuer le FSH. Par contre, activine, qui n'est pas schématisée ici, elle stimule la sécrétion de FSH en cas de diminution. Et la stéroïdogénèse. Cette cellule de Sertoli, elle peut fabriquer une hormone de transport, une protéine de transport qu'on appelle ABP, androgène binding protein, qui sert au transport de la testostérone. Donc, cette cellule de Sertoli, elle peut fabriquer une protéine de transport comme un taxi qui sert au transport de la testostérone vers les organes périphériques sexuels au niveau de la prostate, les épicéminales, les glandes annexes. Cette protéine de transport, on appelle ABP, androgène binding protein. Voici une coupe schématique des cellules germinales, une partie du tube séminifère. Ça, c'est la lumière du tube séminifère. Ça, c'est la paroi du tube séminifère. Ça, c'est la membrane propre du tube séminifère. Donc, vous marquez des cellules germinales en voie de différenciation. Ça, c'est le noyau de la cellule de Sertoli. Ça, c'est le cytoplasme de la cellule de Sertoli. Elle est très, très grande. La base TH, elle n'est pas visible ici. Elle repose sur la membrane propre. Et la lumière TH, elle atteint la lumière du tube séminifère. Ce que vous avez en jaune, c'est les différentes cellules germinales en voie de différenciation. Vous avez par exemple les spermatogonies. Dans les spermatogonies, vous avez deux types, les A et les B. Vous avez ici spermatogonies souches. Dans les spermatogonies souches, vous avez de type AD ou AP ou le B. L'essentiel est d'ailleurs, vous avez des mitoses, le spermatocyte 1, vous remarquez ici, il a augmenté de volume. Pourquoi? Parce qu'il se prépare à la méiose. Le spermatocyte 1, il va se transformer en oxocyte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va augmenter de volume cytoplasmique comme l'ovocyte 1. Et en même temps, dans le noyau, il va doubler la quantité d'ADN. Elle passe de 2Q à 4Q. Le nombre de chromosomes est de 2M. Il va entamer la première division de la méiose, où chaque spermatocyte 1 va se diviser pour donner deux spermatocytes 2, de deuxième ordre. Vous remarquez qu'il y a une réduction cytoplasme, c'est des cellules très petites par rapport à la cellule mère. Et dans le noyau, vous avez ici 46 chromosomes. On passe ici 23 chromosomes, 23 chromosomes. La quantité d'ADN, elle était ici 4Q. Elle passe 2Q ici, 2Q ici. Chaque spermatocyte 2 à son tour, il va se diviser en deux spermatides. Et chaque spermatide va se différencier pour donner un spermatozoïde.